Finalement, vos instructeurs, vous les haïssez, puis vous les aimez parce que c'est grâce à eux que vous avez fait tout ça. Et aussi le groupe. Les instructeurs font partie du groupe, en fait. Il y a cette phrase aussi à l'armée qu'on dit souvent, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quand on parle à des personnes qui ont fait leur service militaire, seulement 24 mois, je crois, en fait, ça nourrit leur imaginaire pendant toute leur vie, même si derrière, ils font des choses qui n'ont rien à voir. Un souvenir, c'est quoi? C'est une image et une sensation. Et à l'armée, c'est 5 ans d'armée, 20 ans de souvenirs. Enfin, tout le monde n'est pas fait pour l'armée, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais par contre, tout le monde devrait avoir fait l'armée au moins une fois dans sa vie. Au moins 3 mois de classe, etc. Parce que ce que vous dites, de ce que ça vous apprend sur vous-même, Bonjour et bienvenue sur ce nouvel entretien de la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Émilie Guillaumin. Bonjour Émilie. Bonjour, merci pour cette invitation. Avant de commencer cette interview, Émilie, quel est le dernier livre que vous avez lu? Ça n'a rien à voir avec l'armée, c'est le livre d'un auteur américain qui a 45 ans à peu près, qui s'appelle Philippe Meyer, et un chef-d'œuvre. Oui. J'avais pas lu de chef-d'œuvre depuis extrêmement longtemps, ça s'appelle Le Fils. C'est l'histoire d'une famille de Texans au fil des siècles, de 1850 à nos jours. Donc un chef-d'œuvre, voilà, je recommande. Émilie, donc vous êtes ancien militaire, vous êtes ancien officier spécialiste, ancien officier sous contrat spécialiste de l'armée de terre, vous êtes passé par Saint-Cyr, vous avez eu un parcours assez atypique, et on est là aujourd'hui pour parler d'un de vos livres qui est L'Embuscade. Un autre livre que vous avez également écrit qui s'appelle Féminine, qui parle un peu de votre expérience en tant que féminine dans l'armée de terre. Alors, je précise pour nos amis civils, féminine, c'est simplement comme ça à l'époque qu'on appelait les femmes dans l'armée de terre. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours qui est assez atypique? Tout à fait. Donc moi j'ai plutôt un parcours littéraire puisque j'ai passé un baccalauréat littéraire. Puis j'ai travaillé en tant que journaliste sur une radio nationale qui s'appelle Radio Classique où je m'occupais de news, enfin voilà, de tous les sujets possibles et imaginables tous les matins. Puis je me suis engagée dans l'armée en tant qu'officier sous contrat spécialiste. Donc, comme j'avais vraiment un vrai dossier de civil, j'ai quand même fait une PMS. Donc, PMS, c'est une préparation militaire supérieure. Que vous racontez d'ailleurs dans votre livre Féminine. Tout à fait, dans un régiment de chasseurs alpins, qui est le 4e régiment de chasseurs, qui est situé à Gap, exactement, dans les montagnes. À la suite de cette préparation, l'armée a compris que ma candidature était une vraie candidature. J'ai passé les différents tests. Voilà, il y a tout un processus de recrutement que je décris effectivement dans Féminine, assez long. Et ensuite, j'ai fait donc ce parcours d'officier sous contrat. Donc ça passe par quelques mois passés à Saint-Cyr, au 4e bataillon, exactement, de septembre à décembre 2012. Où j'ai été au 4e bataillon. Donc c'est le bataillon qui n'existe plus, je crois, mais qui était spécialisé dans les formations courtes. Et à la suite de ça, je suis donc devenue officier sous contrat spécialiste avec comme spécialité la communication dans un régiment d'artillerie de marine situé dans l'est de la France. Alors ce régiment n'existe plus, mais c'était le 1er RAMA, premier régiment d'artillerie de marine, voilà. Alors c'est très drôle, mon ancienne vie de militaire que je suis en train de quitter, et j'étais notamment à l'ancien 4e bataillon qui est maintenant les MAC. Quand j'ai lu votre livre, il y a énormément de scènes que j'ai revues, que j'ai vues moi de l'autre côté, et vraiment d'avoir le ressenti d'une civile qui arrive assez tardivement, à 26-27 ans, qui a déjà tous ces réflexes du civil, de la vie civile, voilà, et qui se retrouve un peu chamboulé avec beaucoup d'incompréhension, et la fameuse phrase que chaque militaire s'est posée au moins des centaines de fois dans sa vie: qu'est-ce que je fais là? Voilà, je pense qu'une phrase à 3h du matin, sac à dos, voilà, qu'est-ce que je fais là, le nez dans la boue. Pourquoi tant de haine? Voilà. Vous prenez quelqu'un qui a déjà une certaine expérience dans le civil, vous le catapultez comme ça, hop, tiens, ton uniforme, rase-toi tous les matins, lève-toi à 5h, attache-toi les cheveux en chignon, en avant-vent. Oui, je peux comprendre un peu le petit choc culturel, et que d'ailleurs dans le livre vous arrivez très très bien à décrire. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre? Obligée de parler un peu de ma vocation d'écrivain. J'ai toujours eu ce rêve de m'engager dans l'armée, mais j'avais un autre rêve qui était tout aussi puissant, qui était d'écrire des livres, de devenir écrivain. Pourquoi je dis ça? C'est que je me suis rendu compte, en m'engageant dans l'armée, que je vivais des choses assez singulières par rapport à ce qu'on attendait d'une Parisienne de 27 ans qu'on n'aurait pas forcément vu dans l'armée. Et que finalement, les personnes que je rencontrais, que ce soit des militaires, des instructeurs ou mes pairs, tout simplement, qui envisageaient le même parcours que moi, avaient quand même, c'était des vrais personnages, souvent, et j'allais dire même tout le temps,
C'était des trajectoires singulières, qui avaient quelque chose d'éminemment romanesque. Donc c'est vrai que dès le début et dès ma PMS, en fait, donc ces 3 semaines à crapahuter dans la montagne, qui étaient assez péchues, parce que là, vraiment, je sortais du civil, et tout d'un coup, on vous colle des footings à 3 heures du matin dans la montagne, effectivement, et c'est un peu particulier. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie matière extrêmement précieuse, et que j'ai consignée très rapidement, en fait. Alors pendant la PMS, c'était extrêmement tendu, donc je n'avais pas le temps, mais à mon retour de PMS, j'avais engrangé toute une mémoire d'expression, de faciès, d'expériences, de blessures, de moments sublimes et de moments horribles. Il me semble quand même que j'avais pris quelques petites notes dans mon petit carnet et je me suis dit il faut absolument que j'en fasse quelque chose, mais je ne savais pas que ça se transformerait en roman. Ensuite, pareil, cette impression générale de romanesque et aussi de rugosité, qui est une matière géniale quand on écrit, c'est confirmé à Saint-Cyr, avec en plus confronté à ma propre, j'allais dire échec, mais en tout cas ma faillite, ce décalage entre ce dont je rêvais et finalement mes qualités qui n'étaient pas forcément très utiles pour l'armée, en revanche mes défauts pouvaient représenter un vrai problème. Je parle à un moment d'hypersensibilité. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas idéal pour être militaire. Enfin, il y avait une vraie dichotomie entre ce que j'étais et ce que l'armée attend d'un soldat. C'est vrai, d'ailleurs, vous avez eu l'honnêteté de mettre ce passage, en tout cas dans votre roman. Vous parlez de votre première séance de tir. Et alors, toutes les premières fois à l'armée, c'est des premières fois très singulières et très fortes. Ouais. La première fois où vous mettez un uniforme, la première fois où vous allez marche au pas, et notamment votre première séance de tir. Ouais. La première fois où vous allez prendre une arme, vous allez avoir la déflagration dans l'oreille, le recul dans l'épaule. Et vous, j'ai cru comprendre que ça avait eu un effet un peu... Alors moi, c'est vrai que j'ai eu un vrai... c'est marrant, les Rangers, l'uniforme, la première marche, j'étais plutôt galvanisée par tout ça. Mais ça veut dire quelque chose, c'est que quelque part, je me suis engagée dans l'armée pour les bonnes raisons. Pour d'autres choses, et en partie pour ce côté, c'est la fièvre du groupe que je ne réunirai jamais. Et ça, pour moi, ça a été vraiment des moments magnifiques. Vous êtes tiré par le haut, il y a quelque chose autour de l'effort où tout d'un coup, vous vous révélez. C'est un révélateur de talent, mais c'est aussi un accélérateur de ce qui ne sont pas vos talents. Et en l'occurrence, c'est vrai que mais maintenant dit comme ça, j'ai 40 ans, ça me semble totalement débile que j'ai pu envisager faire l'armée et qu'à aucun moment j'allais tirer au fusil. Mais je pense que j'avais une vision de moi-même qui n'était... On a parfois on se trompe parfois sur soi-même. Moi, je me voyais un peu comme une G.I. Joe, j'étais pas ultra féminine, j'avais un côté garçon manqué, et l'armée, pour moi, c'était parfait. Je l'explique dans le livre. Moi, les filles qui étaient autour de moi, pour moi, j'avais aucun rapport avec elles, et j'ai appris justement à l'armée que finalement, j'étais une vraie femme. De là à dire... je pense féminine, ouais. Voilà. Je pense qu'il y a des filles, évidemment, qui n'ont aucun problème avec ça, mais en tout cas, c'est moins une histoire de genre que de sensibilité. C'est vrai qu'au premier coup de fusil, et au final, en plus, j'étais pas mauvaise, je faisais plutôt des cartons, une fois que ça s'est rodé, mais la première fois, il y a eu un moment d'une violence animale où c'est vrai que j'ai éclaté en sanglots. Mais dès la deuxième fois, c'est bon, j'étais rodée et j'étais même meilleure que certaines autres personnes. Mais il y a eu ce truc animal et je trouve très révélateur de plein de choses. Une des toutes premières interviews que j'avais fait sur la chaîne, c'était avec le général Hervé Pierre, et il me parlait notamment des raisons de l'engagement. Il disait que quand on s'engage au tout début, les raisons pour lesquelles on s'engage sont pas les mêmes que celles pour lesquelles on reste. Et au début, on a besoin de cette forme d'un peu d'idéalisation, de romanesque, que vous racontez très bien dans votre livre. Vous aviez vraiment un côté très romanesque de l'armée, et après vous avez découvert que pour mériter ce côté romanesque, il y avait tout l'envers du décor, la fatigue, les marches, les ordres qui peuvent paraître stupides, une espèce de déception qui s'installe entre on m'a promis que j'irais en Afghanistan et en fait je me retrouve dans un bureau. J'exagère, mais c'est un peu ça, l'idée. Je me retrouve à faire sentinelle, garde de Lyon, quoi. On a besoin de cette part de romanesque, mais en même temps il faut être lucide. Voilà, l'armée, vous n'irez pas forcément sauver l'Afghanistan vous tout seul, et vous avez comme plus de chances, peut-être pas dans les décennies qui vont venir, on va voir, mais de faire du sentinelle gare de Lyon que de la patrouille contre des insurgés dans un pays compliqué. Un autre point que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est qu'on retrouve vraiment toute l'ambiance des classes, des jeunes élèves officiers qui arrivent aux classes, qui se prennent l'armée. Alors certains, c'est une vraie gifle, d'autres, c'est quelque chose qu'ils ont attendu avec plus longtemps. Et il y a ce côté où vous vivez 24 heures sur 24 les uns sur les autres, et d'un seul coup, le moi s'efface devant un collectif. Ouais. Oui, alors ça, je sais pas si ça transparaît dans le livre, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment une partie que j'ai aimée.
Et aujourd'hui, avec du recul, c'est vrai que ma partie préférée, ça a vraiment été l'APMS et Couët-Quidan. Et en fait, pas le régiment, parce qu'en plus, c'est vrai qu'arriver dans un régiment qui va être dissous, il y a une ambiance de fin de règne assez délétère, assez triste. Assez triste. En plus, je me suis retrouvée dans un régiment qui venait d'être démobilisé. En fait, avant, ils étaient à Laon. Ils sont arrivés à Châlons-en-Champagne où ils n'étaient pas totalement contents. C'était des troupes de marine qui se sont retrouvées avec une autre arme. Enfin bref, il y avait aussi des histoires des bisbilles d'armes, d'après ce que j'ai compris. En revanche, moi, l'esprit de groupe, vraiment ce côté seul, je ne suis rien. À partir de 8, je commence à faire des choses. Et donc, même pour la confiance en soi, en fait, je pense que la plupart des choses que j'ai faites, que ce soit en PMS ou à Saint-Cyr, seule, c'est évident que je ne les aurais pas faites. Et parfois, ça se passe aussi dans la douleur, quand on vous gueule dessus et que finalement vous vous retrouvez à faire des trucs parce qu'on vous a gueulé dessus, que ça n'est pas naturel de monter en haut d'une échelle sans être assuré. Du PO, là. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, le PO, c'est vraiment la première fois que j'ai détesté. Le PO, le parcours d'obstacles. Voilà. Mon premier PO, c'était horrible. Après, je ne voulais plus que ça s'arrête. J'adorais. Il y avait un truc, et en fait, vous êtes finalement vos instructeurs, vous les haïssez, puis vous les aimez parce que c'est grâce à eux que vous avez fait tout ça. Et aussi le groupe. Les instructeurs font partie du groupe, en fait. Il y a cette phrase aussi à l'armée qu'on dit souvent, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Et je trouve que cette phrase est très juste par rapport à ce que vous racontez. Ouais. C'est vrai. Alors justement, quel a été votre pire et votre meilleur souvenir de Couët-Quidan? Vraiment, alors la première marche, je veux pas dire de bêtises, je pense que c'est la marche à la crevette, c'est ça? Donc la marche à la crevette, c'est une petite tradition qui était à l'époque du 4e BAT et qui maintenant est de l'EMAC, qui est tout premier grade qu'on va vous remettre, qui avait une forme de crevette à l'époque. Voilà. En fait, c'est une marche, on part un soir, alors c'est très loin, hein, mais on part un soir vers 19-20 heures. Et en fait, on marche en silence dans la nuit, dans la forêt de Brocéliande. Donc, il y a tout un truc aussi. Alors, on est en treillis avec notre arme et un petit sac à dos, la fameuse musette. On n'a pas 20 kilos, mais on a peut-être 5 kilos dans le dos. Le FAMAS qui fait 3 kilos devant. On marche d'un bon pas. On s'arrête à un moment donné vers 11 heures pour manger une rasquette, donc une ration. Et on repart. C'est pas une grosse marche, hein, ça dure pas, je sais pas exactement, mais bon, c'est quand même un petit peu fatigant. C'est une bonne soirée quand même de marche. Et il y a un truc très onirique de marcher en silence dans la nuit, alors qu'il y a 3 jours, on était à Paris dans le métro à manger une pizza ou à être avec ses parents ou j'en sais rien, faire une partie de cartes avec des copains. Il y a un truc assez surréaliste qui est une expérience presque sensorielle en plus de la nuit. Alors moi, j'ai commencé ma formation en septembre, donc vous êtes le 15 septembre, il fait doux. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment un excellent souvenir. Arrivé, vous êtes accueilli par votre grade, effectivement. Et en parlant de souvenirs, on dit aussi qu'un souvenir, c'est quoi? C'est une image et une sensation. Et à l'armée, c'est 5 ans d'armée, 20 ans de souvenirs. Ben, c'est ça. Mais d'ailleurs, quand on parle à des personnes qui ont fait leur service militaire, donc seulement 24 mois, je crois, en fait, ça nourrit leur imaginaire pendant toute leur vie, même si derrière, ils font des choses qui n'ont rien à voir. C'est souvent des bons souvenirs, alors, sauf pour ceux qui ont détesté, mais voilà. Mais donc, bien souvent, on déteste sur l'instant, mais que par contre, avec le temps, en fait, c'était comme une bonne période, ouais. Et, on en a chié, mais par contre... Il n'y a que l'armée, et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, l'armée est l'un des écosystèmes qui offre des expériences inédites. Et à côté, c'est presque des contre-vies, des vies à côté. Vous parliez aussi de un peu cette espèce de sentiment de supériorité que le militaire va avoir sur le civil. Parce que le civil... Ça, j'ai ressenti, pas forcément. Alors moi, à mon tout petit niveau, mais... C'est vrai que quand vous dites ce que vous avez fait le week-end, même quand vous ne faites qu'une allusion, parce qu'en réalité c'est inracontable, vous suscitez une forme d'intérêt, d'admiration, de fascination ou de dégoût, mais en tout cas vous suscitez quelque chose. Il y a quelque chose. Et j'ai bien aimé aussi, c'est vrai que le PO, donc le parcours d'obstacles, ça fait partie de mes très bons souvenirs aussi. Ouais. Et à l'inverse, quel était votre pire souvenir pendant les classes ? Alors mon pire souvenir, c'est un jour, alors je devrais pas raconter ça, c'est la honte, mais j'étais élève de jour. Élève de jour, c'est celui qui tient la section, entre guillemets, pendant une journée, c'est un peu le délégué de classe sur une journée de la section. Et ce rôle de chef, autant moi j'étais vraiment la bonne camarade, d'ailleurs j'ai été élue, à la fin j'ai su qu'ils avaient fait un petit
une espèce de petit, pas de classement, awards, oui, et j'étais la meilleure camarade. Et je savais que c'était dans mes qualités, vraiment le bon petit cheval, enfin, je sais pas comment on dit. Mais, et alors d'ailleurs, pour un officier, c'est problématique, mais le côté chef, c'était vraiment pas moi. Moi, j'étais plutôt à la limite, en cœur de troupe, j'aurais été mieux, je pense. Et du coup, élève de jour, c'est une responsabilité. Et en fait, moi, j'ai perdu mes moyens. Et cette journée a été une catastrophe. Mais vraiment, c'était Mr Bean à l'armée. C'était horrible. Mais à un niveau intersidéral. Donc là, j'en rigole. Mais sur le moment, c'était humiliant, c'était gênant, c'était horrible. Et j'ai vraiment perdu mes moyens, c'est-à-dire que c'était des moments où en fait vous ne savez plus distinguer votre gauche de votre droite, vous êtes capable de faire vraiment des choses totalement ubuesques. Voilà. Je peux tout à fait comprendre. Et par contre, alors, ce que j'ai vu aussi de l'expérience du coup de l'autre côté, c'est que bon, à l'armée, on aura tous un moment à vide. On aura tous un moment où on va vraiment l'humiliation totale devant tout le monde. Voilà, on peut être courageux un jour, complètement lâche le lendemain. Mais par contre, il y a tellement de cas où oui, vous perdez votre moyen le jour. Est-ce que vous êtes repassé les 2 jours voilà. Le fameux psychotage, on est tous le bitos de quelqu'un à un moment ou à un autre dans nos carrières. Le bitos, c'est la personne qui psychote un peu, qui tremble un peu. Mais moi, je pense que j'ai traumatisé la capitaine. Et je pense que, en fait, il me semble que j'ai fait une seule fois élève de jour, alors que normalement, normalement il y avait un tournage, comment ça s'appelle, ça tournait normalement, et moi je ne suis pas tournée parce que je pense qu'elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Et en plus, je pense qu'elle avait un a priori sur moi parce que en fait, elle c'était vraiment une vraie de vraie. Je crois qu'elle avait été au Prytanée. Enfin bref, voilà. Moi je pense que alors je dis pas ça, c'est pas pour la critiquer, mais je pense qu'il y avait quand même un a priori sur mon profil d'une femme qui avait déjà bossé dans le civil. Une méfiance naturelle qu'ont les militaires envers l'armée, envers les journalistes. Moi, j'avais été journaliste avant, et je pense que je l'ai traumatisé ce jour-là, parce que c'est vrai que quand vous tenez une section, ce qui était son cas, c'est aussi sa responsabilité. Et si l'élève de jour foire tout, ça peut lui retomber dessus. C'est un vrai principe militaire que quand c'est le subordonné qui fait une bêtise, c'est le chef qui est responsable. Voilà. On est comptable de tout ce que font nos subordonnés. Même si on n'est pas là, même si on n'est pas présent ce jour-là, à partir du moment où ils font quelque chose, vous êtes responsable. J'avais bien aimé aussi dans votre livre, il y a ce côté, tout le monde n'est pas fait pour l'armée. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais par contre, tout le monde devrait avoir fait l'armée au moins une fois dans sa vie. Au moins 3 mois de classe, etc. Parce que ce que vous dites, de ce que ça vous apprend sur vous-même, de ce que ça vous dit de votre personnalité, ça vous révèle vos failles, mais ça vous permet aussi de travailler sur vos failles. C'est une expérience de vie qui est incroyable. Exactement. C'est un accélérateur. En fait, vous ne pouvez plus vous mentir quand vous passez par l'armée. C'est l'honnêteté intellectuelle qui est forcée. C'est un peu au forceps, donc ça passe ou ça casse. C'est vrai que je pense que ça m'a permis une grande lucidité sur mes qualités, sur mes défauts. On peut pas se mentir, en fait. Il y a un moment donné... Personne ne peut jouer un rôle. Vous pouvez pas jouer de rôle. Surtout dans la vie en communauté, en plus. Dans la vie en communauté, vous vivez 24 heures sur 24. Exactement. Alors parfois, c'est dur, mais c'est à 99% que de la richesse, et même pour la vie ensuite. Enfin, moi, je trouve que moi, ça m'a forgé. Il y a des choses que je garde toujours de l'armée. Même aujourd'hui encore. Oui, je pense une certaine exigence, le côté extrêmement travailleur, le fait le sens de l'effort, se dépasser. En fait, c'est aussi une manière de penser. En fait, c'est-à-dire que à l'armée, vous n'avez pas le choix de vous dépasser, mais appliquer ça au monde civil, honnêtement, ça ferait du bien, mais à tout le monde. Enfin, pour moi, je ne vois aucun défaut en réalité, et malgré le fait que je ne suis pas restée, je pense que je n'étais pas faite pour être une militaire. Mais au moins vous l'avez fait, et ça je vous le reconnais volontiers, vous l'avez fait. Exactement. Et je n'en retire que des leçons de vie que je peux adapter à mon quotidien, j'en sais rien, même dans l'éducation de mon fils, dans la manière que j'ai, moi, d'envisager ma carrière d'écrivain, pas en dilettante, d'être quelqu'un justement d'assez laborieux et de pas compter que sur mon talent. Tout ça, je pense que, alors je l'avais en moi, je dis pas que c'est grâce à l'armée, mais en tout cas, ça a appuyé ces choses-là, de la manière la plus positive possible. Il n'y a pas de paresse, en fait. Pour moi, il n'y a pas de paresse. Si vous êtes paresseux, ça ne passe pas. Au bout de 3 jours, vous partez. Et je trouve que ne pas être paresseux dans la vie civile, c'est plutôt pas mal, quand même. Ah oui, j'avais un de mes chefs de section, sa devise, c'était mort au tiède. Il supportait pas les gens tièdes, les gens mous, etc. Il avait envie de les secouer comme ça. Non, mais moi je suis comme ça naturellement. Mort au tiède, c'est marrant, je pourrais et Dieu vomit les tièdes d'ailleurs. Je pense que c'est une variante. C'est quelque chose qui me parle, avec aussi toutes les impatiences qui peuvent parfois ne pas être
être compliqué par rapport aux autres, c'est aussi une question de caractère. Ça passe ou ça casse, donc faut aussi faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est un mantra qui pourrait être le mien. Il y a une forme d'extrémisme, en fait, dans ces milieux-là, qui, de manière presque viscérale, correspond à un caractère que j'ai aussi, je pense. Et c'est très drôle, je recevais donc Mike Eco, le fondateur de Mike Eco, en interview, et on parlait justement de ce côté du retour à la vie civile. Il me disait que lui, en tant qu'ancien militaire, s'il fallait dormir au bureau sur un matelas, etc., parce que la mission n'était pas finie, le travail n'était pas fini en l'occurrence, il y a ce culte de la mission qui reste un peu... Le sens du devoir et pour le bien commun. Quelque chose doit être fait, il n'y a pas de dilettantisme, il n'y a pas de la fameuse procrastination, ça n'existe pas, ce mot n'existe pas en fait. Et effectivement, appliqué au monde civil, oui, je trouve que c'est bénéfique, c'est une forme de réactivité, on ne perd pas de temps, on n'est pas pris de réunionnite aiguë, ça n'existe pas en fait à l'armée. Ah, les réunionites, parfois ça peut, mais c'est vrai que normalement on essaie quand même d'éviter. Et puis avec des phrases simples, claires, pas d'excuses. Voilà, oui, c'est un peu action-réaction, c'est un peu un cliché, action-réaction, mais finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Puis il y a cette culture dont on ne s'excuse pas à l'armée. Toute phrase qui commence par oui mais est à bannir. Le oui mais ne peut pas exister. L'autre livre que vous avez écrit, L'Embuscade, alors pour le coup, beaucoup moins drôle, on va pas se mentir. Non. Alors L'Embuscade, donc pour le coup, c'est un roman extrêmement romanesque, féminine, et plutôt un récit de mon expérience de l'armée. Donc, L'Embuscade, c'est l'histoire d'une femme qui est l'épouse d'un équipier d'un régiment des forces spéciales qui s'appelle le 13e RDP, qui est un régiment de dragons parachutistes, voilà, qui existe, qui appartient aux forces spéciales, à qui l'on apprend un matin, un peu au petit matin, la disparition de son mari au Levant. Elle se rend compte assez rapidement qu'il y a un mystère qui plane autour de cette disparition. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est sous identité protégée dans un autre pays? Le Levant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'Irak? Est-ce que c'est la Syrie? Ils ont 3 enfants, elle est enceinte du 4e, elle est une grande amoureuse de cet homme qu'elle admire. Elle se met à enquêter pour essayer de découvrir ce qui se passe vraiment. Donc ce livre se lit comme un thriller parce que c'est vraiment cette enquête. En même temps, c'est une belle histoire d'amour. Et en même temps, c'est extrêmement documenté parce que pour le bien de ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de femmes de militaires, de veuves de militaires. J'ai eu la chance d'être accueillie par le chef de corps du 13e RDP, et de rencontrer des officiers de services de renseignement, de la DRM, de la DGSE. Donc ce livre se lit aussi comme une enquête extrêmement poussée sur fond de guerre menée par l'armée de terre française au Levant, avec les opérations de dronage. Tout ça extrêmement réaliste. Enfin, non pas réaliste, tout ça est réel en réalité, plus que réaliste. Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est autant féminine, c'est un roman assez drôle parce qu'on revoit un peu avec une forme de tendresse toutes les jeunes bitosseries que peut faire n'importe quel jeune qui découvre l'armée. Autant celui-là, c'est vraiment... je pense, la pire expérience qui pourrait arriver à une femme de militaire. Tout à fait. La hantise, en fait, j'ai décrit la hantise d'une femme de militaire et ce avec quoi elle vit à partir du moment où elle fait ce choix d'épouser un militaire. Effectivement, c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'un jour on vienne toquer à votre porte et on vous dit votre mari est mort en opération extérieure. Et là, la claque que vous prenez, que vous racontez très bien d'ailleurs. Et c'est une scène, c'est la scène d'ouverture du roman, et c'est une scène qu'on m'a racontée ce fameux petit matin. Avec la délégation en tenue d'apparat, la tenue TDF, la tenue Terre de France, qui est la tenue qu'ils sont censés avoir pour faire le képi à la main. Et c'est vraiment c'est la scène, moi, que plusieurs femmes m'ont racontée. Qui l'ont vécu elles-mêmes. Qui l'ont vécu elles-mêmes, oui, complètement. Ouais. Ça a dû être des moments très durs de demander ça en interview. Ça a été très dur et en même temps, j'ai eu vraiment la confiance de ces femmes, déjà parce que j'arrivais vraiment très humblement. Le fait que soit passée par l'armée, je pense, leur a inspiré confiance. Le fait que mon compagnon soit reporter de guerre et que finalement, d'une manière ou d'une autre, je pouvais vivre la même chose qu'elle. Et d'ailleurs, je vis la même chose qu'elle. Enfin, quand il part en Ukraine, et même de manière encore plus exposée, on le dit pas souvent, mais bref. Donc, je pense qu'il y a une confiance qui m'a été accordée pour tout ça. Et moi, j'étais backée par l'armée, c'est-à-dire que j'ai eu des contacts grâce à l'armée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Émilie Guemin pour cette interview. Donc, merci beaucoup. Le livre Féminine et l'Embuscade. Et je vous remercie encore de nous avoir accueillis chez vous, au milieu de votre bibliothèque. Si, on retrinque là.